Marilyn et Yves pour ETV. Nous sommes le samedi 21 octobre 2017. Nous allons avoir le plaisir d'interviewer Thierry Jamin pour vous. Bonjour Thierry. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Impeccable. Bon, alors on a quelques questions à te poser. Ouais, avec plaisir. On te remercie d'y répondre. C'est toujours un plaisir. Alors Thierry, quand as-tu entendu parler pour la première fois des momies du Pérou? Alors nous, on est en octobre 2017, ça fait exactement un an que Paul Roncero est venu frapper à la porte de l'Institut Incaré. Et donc là, ça fait pratiquement au jour près un an qu'on est dans cette histoire incroyable et improbable de momie, entre guillemets, de Nazca. Alors, donc Paul est venu, comment il a eu vent que tu pourrais éventuellement être intéressé par ces momies? En fait, en octobre, il y a eu un congrès ufologique à Arequipa, organisé par une secte, Alpha et Omega, dont il fait partie. À l'époque, on ne le savait pas. Et il a rencontré un ami journaliste qui s'appelle Dante Rios. Et il lui a montré donc ces objets. Et ils sont venus me voir quelques jours plus tard pour avoir mon avis et pour éventuellement nous demander notre appui pour faire connaître cette découverte à travers les médias et Internet. D'accord, donc cette secte est une secte ufologique? Ouais, c'est Alpha et Omega qui a pignon sur rue. C'est une secte chrétienne messianique qui annonce les temps de l'Apocalypse. Et Paul Roncero, en fait, se voyait chevalier d'Apocalypse, le messager, qui allait annoncer l'arrivée de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation. Et pour lui, la révélation, dans le fond, il n'a peut-être pas tort, c'est l'existence des extraterrestres à travers le matériel qu'il avait. Et le problème, c'est qu'il commençait à diffuser tout et n'importe quoi en décembre, à partir de décembre, donc on a pris nos distances. Et Dante, c'est un ufologue, qu'est-ce qu'il fait lui? Dante, c'est d'abord un journaliste, ufologue, qui est assez connu au Pérou. De temps en temps, History Channel ou Discovery le sollicitent quand ils viennent de faire des reportages dans le cadre de leur documentaire Ancienne Alien, etc. Et il avait son programme de télévision à Cusco sur les phénomènes paranormaux, mais principalement sur le phénomène OVNI. Et au Pérou, c'est un phénomène très riche, c'est vraiment une terre d'observation. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. En tout cas, on a beaucoup d'observations, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Phénomènes lumineux et même on rencontre assez facilement j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui auraient rencontré des entités avec lesquelles ils auraient eu des contacts directs. D'accord. Et ce Paul, il est Waquero aussi? Alors oui, Paul est Waquero et c'est un ami de longue date du découvreur du site. Ils se connaissent depuis 15-20 ans et ils faisaient en fait du pillage dans la région de Nazca. Et moi, à plusieurs reprises, pour me remercier de mon aide, Paul m'a offert des céramiques Nazca et Chimu. Et moi, je lui ai dit non, je m'en veux pas, parce que quand tu viendras chez moi, tu verras, j'ai aucune céramique originale, parce que c'est du patrimoine culturel qui ne peut pas alimenter des collections privées. Comme ça, je ne voulais pas aller participer au trafic mondial. Et donc oui, Paul Roncero, c'est un Waquero et il donnait un coup de main à Mario. Voilà. Alors on l'appelait Mario, je l'ai appelé Mario, justement pour éviter dans les interviews de dire le chef des Waquero, le voleur, le délinquant. C'était un peu désobligeant, quoi. Et surtout, à une époque, on essayait de lier des liens, tisser des liens
amicaux avec lui, ouais, voilà, de confiance. Et donc c'était pas une bonne manière de commencer. Donc c'était pas très diplomate. Donc j'ai deux amis, de très bons amis qui s'appellent Mario. Donc c'est le mot qui m'est venu. C'est sympa pour les amis. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, on a commencé à l'appeler Mario et tout le monde maintenant le connaît sous ce nom. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ramené, Paul, comme artefact? Quand il est venu la première fois, il a ramené un petit corps de 25 cm, humanoïde, et une tête momifiée. Et quelques jours plus tard, il nous a amené une main de tridactyle de 39 cm. Et quand il l'a reçu directement de Mario, il est venu directement à l'Institut Carré et il l'a ouvert devant nous. Et la main a perdu un anneau qu'elle avait, un implant que j'ai retrouvé un jour, le lendemain, je crois, en faisant le ménage chez moi. Et donc, on ne l'a pas dit à Paul Roncero, on se les gardait pour les analyses. Et voilà quoi. Donc, trois objets biologiques. Et après, il nous a demandé de l'argent, Paul Roncero, pour l'aider à récupérer du matériel de Mario. Ne jamais oublier que Mario est Waquero. C'est son business. Ouais, voilà, c'est ça qui l'intéresse. Et donc, on n'a pas trop trempé dans ce marchandage. Et on a pris nos distances avec Paul Roncero, avec cette histoire de vidéo où il mêlait ces objets, des citations de la Bible, d'Ézéchiel, etc., de ses interprétations de la planète jaune. Il viendrait, selon lui, de la planète jaune depuis des millions d'années. Et puis, et lui-même, Paul Roncero, se considère comme le plus grand prophète de tous les temps. Le dernier grand prophète, mais il me l'a dit, hein, on l'a filmé, et il le croit vraiment. Un concentré de Nostradamus, de Saint Malachie, de Saint Jean. Alors il a beaucoup lu, on voit qu'il a... Oui, il connaît quand même... Voilà, mais bon, un peu de modestie, quoi, ça lui aurait fait du bien. Et voilà. Et donc, quand on a pris nos distances en janvier 2017, on s'est dit qu'il fallait absolument essayer de localiser Mario, parce que finalement, Paul Roncero était notre unique lien avec Mario. Et il nous avait donné quelques éléments géographiques, Paul, sur Mario. Et donc avec ces quelques éléments, on est parti sur la Bolivie, sur Puno, sur Palpa, et on l'a localisé assez rapidement finalement. On a eu énormément de chance. Oui, c'est bizarre. Ah oui, c'est comme si tu vois, le chemin s'ouvrait devant nous. C'est ça, et puis ça continue après. Quoi. Ouais. Et Paul et Mario avaient entendu parler de moi, puisque Paul lui en avait parlé, et il était très soucieux de savoir comment on parlait de cette affaire sur Internet. Et donc Mario, il était, à l'époque je ne le savais pas, mais très sur YouTube, sur Facebook. Et je crois que le fait qu'on n'a pas raconté de conneries depuis le mois de novembre, qu'on a raconté les faits tels qu'ils étaient, ça l'a rassuré. Et quand on a réussi à le localiser, il a accepté de nous rencontrer. C'était un peu rock'n'roll, mais on a fini par, dès le premier jour, avoir un bon contact avec lui. Après, c'est un enchaînement il nous a montré des objets, des entités, etc. D'accord. Et il nous a raconté son histoire, les circonstances de la découverte du site, qui, grosso modo, correspondaient à ce que Paul nous en avait dit. Voilà, sauf que Paul nous avait parlé de 2016, et Mario nous a dit que la découverte était intervenue vers la fin de l'année 2015, vers le mois d'octobre. Voilà. Thierry, pourrais-tu nous faire l'historique des événements marquants de cette histoire, en commençant par le tout début? Ouais.
Alors nous, on a donc été contactés par Paul Roncero en octobre avec ces objets biologiques et cette histoire incroyable. Et entre octobre et décembre, en fait, on a essayé de tirer un maximum d'informations à Paul Roncero. Alors il venait avec des lunettes, il venait avec un bonnet, il faisait attention, un peu parano, de ne pas être suivi, des Men in Black, du gouvernement, etc. Et donc nous, comme l'histoire paraissait incroyable et qu'on, quelque part quand même, on y croyait, d'où notre intérêt, on planquait des caméras cachées, quoi, pour essayer d'archiver toute cette affaire. On s'est dit que si c'est vrai, c'est peut-être un événement historique, donc il fallait le documenter. Ce que nous on fait quand on part en expédition, on part toujours avec des caméramans, les GoPro, etc. Donc on avait planqué des GoPro dans des dossiers, et voilà. Et même des capteurs de son, bref. Et donc pendant 3 mois, on a essayé d'en savoir davantage, on l'interrogeait, il venait surtout me voir quand j'étais seul pour justement éviter des témoins, etc. Et il ne s'est jamais contredit. Tu vois. Et c'était assez cohérent, même si l'histoire était fabuleuse, ça avait l'air assez cohérent. En novembre, Patrice Poyart vient à Cusco, il voit les choses, il a l'air quand même, malgré ce qu'il dit actuellement, assez impacté. Et il essaye même de récupérer l'affaire, il propose un contrat d'exclusivité avec Paul Roncero, il y a des histoires d'argent qui rentrent en considération. J'ai même défendu Paul Roncero contre Poyart. Poyart voulait filer 15 000, 20 000 dollars, je crois, ou 30 000 peut-être à Paul Roncero. Et moi je lui ai dit, attends, histoire d'être juste, si c'est véritablement vrai, ça vaut 100 000, je sais pas, moi, il y a des Américains qui vont lui faire un pont d'or. Et donc, après, bon, c'était leur business, etc. Et ils ont pris des échantillons de la main pour les faire analyser, et en fonction de ça, etc. Et bon, je crois que Patrice Poyart, pour ses problèmes de négociation, n'a pas pu suivre, et donc il en a pris rancœur. Et donc je crois qu'en rentrant, il n'était pas très content, et donc il a décidé que c'était un fake, un gros fake même selon ses... Et il a commencé à faire diffuser sur internet une vidéo anonyme avec une voix féminine, un peu comme dans la révélation des pyramides, tu vois. Et en disant, avec un titre, c'est lucratif, relique du Pérou, histoire d'un fake, ou quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment la prose de la révélation des pyramides. D'accord. Et puis, alors pour la petite histoire, quand on a lancé le crowdfunding, quand on est passé à 50%, et ben Poyart, avec la pression des internautes, des ululeurs, s'est senti dans l'obligation de participer. Et le jour même, pouf, cette vidéo elle a disparu. Tu vois, par hasard. Oui, comme par hasard. Donc entre octobre et décembre, on est avec Paul Roncero. À partir de début janvier, j'alerte les autorités péruviennes, j'envoie une lettre au ministre de la Culture, parce que ça me paraissait sérieux. Puis il y avait des histoires de Waquero de la région qui cherchaient le site, etc. Et fin janvier, on se fait la connexion avec Mario. Et ensuite, on s'est pratiquement plus quitté, on va dire, on a été régulièrement en contact. Début février, avec Alain Bonnet, on lance l'opération de financement participatif. Ça va nous occuper pendant un mois et demi, jusqu'au 12 mars, je crois. Et pendant ce temps, on réussit à récupérer du matériel et à l'étudier, des mains, des têtes momifiées. Et puis, début avril, Albert.
Alors pour nous, Albert, ça a été un tournant, parce qu'on ne parlait plus de petites poupées ou de petits corps présentant des anomalies aux radios, on parlait plus de mains, etc., mais de corps, les têtes momifiées dont on en avait récupéré deux, on avait l'entité complète. Et aux radios, on ne voyait pas les incohérences qu'on voyait dans les petits personnages. Ça n'a vraiment rien à voir, tu vois. Et on se dit, si jamais c'était une fraude, ils auraient utilisé les mêmes négligences, les mêmes anomalies que pour les petites poupées, ce qu'on ne retrouve pas dans les grands. Ouais. Et alors ça commençait à prendre une tournure. On est passé à un stade supérieur, d'autant plus que quand on reçoit Albert, c'est aussi l'époque où on clôture l'opération de financement participatif. Donc on avait réussi le challenge avec le travail d'Alain à récupérer 39 510 €, plus on récupère une entité complète. On se dit, mais les analyses, ça va être fabuleux, parce qu'on va pouvoir, en fait, au lieu des ambitions modestes du crowdfunding, on va pouvoir faire des analyses sur des entités qui, là, pour le coup, ont l'air intéressantes, quoi. Et puis, on a une deuxième entité, en début avril, Josefina. Et puis, je suis contacté par Jaime Mossan en janvier, et il me dit qu'il veut venir en mars, après en avril. Entre-temps, lui est contacté par Gaïa, et Gaïa lui propose un deal, il cherchait des programmes pour leur chaîne, et donc il y a une réunion de conjonction d'intérêts qui ont fait que en avril débarque Jaime avec Gaïa et National Geo. Et on a essayé d'attendre, comme on savait qu'ils allaient venir, de les attendre pour faire les radios de Josefina. Il faut savoir qu'à chaque fois que Mario nous confiait des entités, des objets biologiques, comme on ne savait pas combien de tonnes il allait nous les laisser, on faisait tout de suite des radios, un maximum d'examens, éventuellement petits prélèvements pour garder une bibliothèque, une mémoire biologique, on va dire, de ces objets. Et donc on fait les radios de Josefina vers la fin d'avril. On a le choc, ça a été le premier grand coup de théâtre quand on découvre 3 œufs dans son abdomen. On avait le sentiment d'une petite... un abdomen un peu gonflé, donc on s'est dit, il y a peut-être un embryon, quoi, et ça serait fabuleux, donc on était comme curieux. Des œufs. Et bon, il faut être 3 œufs. Alors là, ça a été... et à chaque fois, avec Alain, dans les conférences, quand on montre la vidéo, et quand on voit ce moment-là, j'ai toujours presque une larme, une émotion. Parce que confirme qu'on n'a pas affaire à des mammifères, hein, clairement. Ah bah oui, là on se dit, si c'est un fake, c'est quand même incroyable. Et après, quelques jours plus tard, on a rendez-vous avec Mario à Palpa. Et depuis quelques semaines, il me parle d'un corps assez grand, hybride, qu'il aurait trouvé, que l'un de ses amis qui allait dans le site, qui avait accès au site, aurait déterré de la diatomée à côté d'un deuxième sarcophage. Et donc il nous le montre, et j'ai pris l'occasion de Gaïa, de Jaime, pour aller voir ensemble cette entité, quoi. Et là ça a été un moment, deuxième coup de théâtre, on va dire, parce que vraiment un moment, on sent qu'il se passe quelque chose. Quand il est venu, elle était enveloppée dans une couverture, il l'a mis sur une caisse, et là je peux te dire que tout le monde s'est tu et respectueux, et là encore je suis ému quand je revois le truc, parce que on sent qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et j'en ai même des frissons, tu vois, quand je reparle, parce que je me dis, on se dit là, on est face à une énigme. Alors déjà, les petits gris,
c'est exceptionnel. Mais à la limite, ça fait partie presque de notre culture cinématographique. Voilà. Alors que là, une hybride si humaine et pourtant si éloignée de nous, on se dit, et puis grande. Donc vraiment, on était tous sous le Très proche des humains, mais avec les 4 membres tridactyles. Ouais, voilà. Et moi, je pensais déjà, attends, comment on va faire pour la récupérer? On peut pas laisser Mario la vendre. Et j'entendais Mario qui disait à Gaïa, j'en veux 1 million. Et donc il a fallu, avec José Casafranca, le vice-président d'Incari, qui est très psychologue, il a fallu aller lui parler en catimini, le convaincre des heures, la nuit, pendant qu'il dormait à l'hôtel à Nazca. Et on a réussi à le convaincre de nous laisser partir avec Maria. Donc il a fabriqué une caisse en bois entre-temps, et alors que nous, on prenait le bus pour rentrer à Cusco avec Gaïa et Rémi Mossal, on savait qu'on avait avec nous, et personne ne le savait, hein, Maria dans un carton, quoi. Et on se disait, putain, pourvu qu'il n'y ait pas un contrôle de police, parce que généralement il y a 2 contrôles de police entre Cusco et entre Nazca et Cusco. Et voilà, on a récupéré. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Non. On a vraiment eu du bol. Et alors on a commencé les scanners, les radiographies avec Gaïa. Et attends, ah non, ça c'était, ils sont revenus en mai. Parce qu'ils ne savaient pas qu'on avait à l'époque. Ils sont repartis et voilà. Ensuite, c'est la phase des analyses ADN. Avril, mai, juin. Gaïa est revenu pour les analyses tomographie, radio. Et puis ensuite, on a récupéré Wawita. Moi, je voulais organiser une grande conférence pour révéler notamment pour les lunaires. C'était ça l'idée, les premiers résultats. Et alors eux voulaient le faire à Los Angeles ou à New York. Et lors d'une réunion qu'on a eue à Denver, en juin, j'ai dit non, on le fait à Lima. Parce qu'il y avait un programme très, très connu à Cusco, à Lima, au niveau national, qui avait commencé à parler de cette affaire. Il y avait déjà quelques polémiques, et pourquoi aux États-Unis, etc. On allait emmener des reliques hors du Pérou. C'est toujours là, ils sont traumatisés par Irán Bingham et Machu Picchu, etc. Donc j'ai dit, bon, allez, on le fait à Lima. Et on ne savait pas si Gaïa allait s'associer à nous, donc on a financé tout, Incari a financé toute la conférence de Lima. La suite, tu la connais puisque tu étais là. On a été plus ou moins trahis, on va dire, par Gaïa et Rémi Mossal, qui ont vraiment voulu faire jouer les protagonistes, faire un show. Alain avait travaillé sur une vidéo qu'on voulait projeter à la présentation, un peu comme introduction, et c'était plus question. La note de presse qu'on avait préparée, au dernier moment, il nous l'a changée. Enfin bon, dans ces conditions, j'ai pas voulu y participer. Et entre-temps, donc, on a réussi à avoir Victoria. Donc c'est l'entité assise qui n'a pas de tête. Donc Rémi et Gaïa sont revenus au Pérou pour la filmer, avec un petit peu avant Wawita, et au mois d'août on a eu la famille, parce que Edouard Valenzuela, voilà les trois petits gris, et qui sont également super intéressants, parce que notamment le plus grand, on a nettoyé tout l'abdomen, on voit bien sa consistance rectilienne, depuis le cou jusqu'à l'abdomen, quoi. Ouais, à peu près. Et voilà. Court rétractile. D'après, c'est d'ailleurs moi qui ai eu l'idée en me souvenant d'Iti, tu vois, parce que tu avais Albert qui avait un cou relativement long, et Josefina un cou plus court, et justement les médecins ne comprenaient pas trop le fonctionnement du cou, parce qu'il y avait un problème de vertèbres flottantes, etc. Et donc j'ai pensé, je leur ai soumis l'idée que ça pouvait être ça, et ils se sont dit ah ouais, ça doit être ça. Voilà. Et juste avant de rentrer
de rentrer en France. On a rencontré Mario à Nazca et il nous a montré de nouvelles entités. Et apparemment, il est OK pour nous les, là où je te parle, pour nous les envoyer. Et donc, on devrait les présenter à la conférence du 7. Et voilà. L'idée, si tu veux, c'est remettre tout le matériel à un moment donné aux autorités péruviennes. Mais pour le moment, c'est pas le moment parce que il y a des investigations judiciaires. On ne sait pas si c'est du patrimoine, etc. Bon, c'est très chaud, quoi. Donc, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas le matériel. C'est Mario et nous depuis depuis près d'1 an, donc, enfin un petit peu moins en ce qui concerne nos rapports avec lui, on essaye de le convaincre de ne pas vendre ce matériel qui fait partie du patrimoine mondial, si c'est vrai. Et c'est moi qui lui ai dit, mais tu devrais te créer un compte Facebook. On a essayé de l'impliquer dans la réaction, dans la médiatisation de l'affaire. Et donc, je crois qu'il a pris un peu goût de l'intérêt et s'est créé son compte Facebook pour répondre aux ululeurs, même en français, etc. Ouais, il s'est impliqué. Voilà, il s'est impliqué. Et donc, ça a été un peu plus facile de lui obtenir de lui des choses, quoi. Parce que justement, il s'est impliqué, et puis on lui disait tu vas laisser ton nom dans l'histoire. Mais lui, à la base, il s'en fiche. Hein. Il m'a dit, mais moi, je veux même pas que les objets restent là. Je préfère les vendre à l'étranger. Ils vont s'en occuper beaucoup mieux qu'au Pérou, et moi, j'aurai moins de problèmes. Donc lui, le côté nationaliste, patrimoine culturel, lui, il s'en fiche. D'ailleurs, il est Wakero, donc. Mais alors, il s'y connaît pour diagnostiquer, identifier une céramique, il est meilleur que moi. Oui, parce qu'il a l'habitude. Il a plus d'expérience qu'un archéologue. Parce que lui, il sait, même quand il nous explique, quand il va sonder avec ses pics dans le désert de Nazca, des fois il tombe sur une tombe, et bien il met la pointe sur sa bouche. Et il sait quel type de matériel il va trouver, s'il y a du fer, s'il y a des momies, parce qu'il a le goût de... C'est son boulot, quoi. On va faire vite, Thierry, parce que tu dois partir, il y a quelqu'un qui s'impatiente. On peut te faire une dernière question, te poser une dernière question par rapport au site. Donc, Mario t'a montré une grotte où il y a de la diatomite et de la terre de diatomée. Qu'est-ce que tu en penses ? Mario avait beaucoup de pression par les autorités, les internautes, les médias, peut-être même les Wakero qui recherchent le site. Et donc, à un moment donné, il s'est senti obligé de montrer le site. Il nous a conduits dans un endroit. Et moi, le premier coup d'œil, je n'ai pas du tout été convaincu. Pourquoi ? Parce que c'est matériellement impossible. C'est trop petit, avec tout le matériel qu'il est censé avoir découvert. Avant de nous rencontrer, nous, il a laissé du matériel à un collectionneur de Puno. Donc, et c'est plusieurs dizaines de matériel, de pièces. Et donc, je veux dire, ça rentre pas. Ou alors, si ça rentre, c'est plein jusqu'au plafond et t'as pas à chercher parce que c'est là. Donc c'était dans ce cas incohérent avec le récit de Mario qui nous disait on vient de découvrir ça, etc. Voilà, il y a plusieurs sites. Alors moi en sortant, j'ai pris Mario à part et je lui ai dit allez, il est où le site? Tu vois, alors qu'il venait de nous montrer le site. Et alors il a rigolé. Ouais. Mais le supposé site que tu as vu, il y a pourtant de la diatomite. Ouais. Et elle a l'odeur de Maria. Donc c'est troublant parce qu'il ne se serait pas amusé à amener. Il y a plusieurs petites grottes comme ça qui sont peut-être reliées entre elles. Peut-être, en tout cas, c'est un site qui a eu une fonction funéraire parce qu'on voit il y a des niches au fond et que ça sent le fardeau. Tu vois, donc pendant très longtemps ça a renfermé du matériel. Voilà. Est-ce qu'il a rencontré une partie de ces choses? Je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, même la localisation du site,
ne correspond absolument pas à ce que Paul Oncero et à ce que Mario nous disait. Ouais. Et il nous a parlé, on a déduit de ces descriptions et de nos recoupements, etc. On est tombé sur un autre secteur de la zone Nazca-Palpa qui ne correspond pas du tout là où on est. Et on est convaincu, oui, que le site est à un autre endroit. Et il y a 3 semaines, il nous a confirmé que non, il avait fait ça parce que il avait cette pression de Jaime Maussan, même de la justice. Et donc, il m'a dit, tu sais Thierry, il y a encore plein de choses à l'intérieur, il y a plein de choses pour sortir. Et je vais encore l'exploiter plusieurs mois et après on le donnera. C'est ce qu'il nous a dit. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Et pardon, moi je me suis dit, en sortant, soit il y a un autre site, soit toute cette histoire c'est une grosse fraude, une grosse escroquerie. Parce que ça tenait pas la route. J'aime bien comprendre les choses et ça correspondait pas à ce que me disait Mario. À ce sujet, peut-être pour terminer, quels sont à l'heure actuelle les résultats des tests carbone 14 et ADN, et donc tu ne cautionnes pas ceux de Jaime Maussan? Pour le moment, nous, les résultats qu'on a eu du Canada, c'est du matériel 100% ou 99% humain. D'accord. Très ancien. Et les analyses de séquençage entamées par Jaime sont extraordinaires s'ils sont véritables, parce qu'il semblerait démontrer que le Maria serait 30% Homo sapiens et 70% pour faire court. En fait, c'est 70% d'inconnus, moins les bactéries, etc. Donc on tombe à 56%, quelque chose comme ça. Mais même si on tombait qu'à 2%, ça serait révolutionnaire, parce que entre le singe et nous, on a 99% de gènes communs. Et le 1% fait qu'on ne peut pas se reproduire. Ce sont 2 espèces différentes. Simplement, Jaime Maussan ne vous a pas communiqué. Il n'a pas joué la transparence. Et de toute manière, le protocole, c'est 2 ou 3 laboratoires sur les mêmes échantillons pour être sûr des interprétations. Ce que nous, on a donc lancé ces derniers jours. Et on a été très surpris aussi de découvrir les résultats des analyses de la main de Maria, du pied et du corps de Maria, qui était une analyse comparative pour répondre aux détracteurs qui disaient que Maria était un montage, un assemblage de momies Nazca, et que pour démonter une fraude, quoi. Et les résultats qui ont été faits les résultats des analyses à Saint-Pétersbourg montrent que Maria est intacte, c'est-à-dire qu'elle a été trouvée comme ça, et le matériel génétique du pied, de la main coïncide avec le corps. Et donc le laboratoire élimine la possibilité d'une fraude. Ce que le docteur Salas, à travers les scanners et les radios, défend depuis tout le temps, quoi. Si ça avait été une fraude, il l'aurait vu du premier coup. D'ailleurs, il parle des tissus entre le bras ou la jambe et les métatarses et les tarses font la liaison. Donc il y aurait une coupure pour rajouter un membre, on le verrait. Et ça, on ne le voit pas. Dans le cas où ça serait une fraude, ça serait d'ailleurs un événement exceptionnel pour la qualité de la fraude. Ah oui, mais et comment tu reproduis des empreintes digitales? Des empreintes digitales qui ne sont pas humaines ou de type humain. Elles sont plus horizontales, comme ça. On a vu qu'en faisant les analyses ADN des mains, on a dû, parce qu'il y a... T'as un doigt qui s'est un peu abîmé, il faudra le recoller. Le recoller, voilà. Et bien, mais ça nous a permis d'aller chercher de l'ADN à l'intérieur. Donc elle a des empreintes digitales aussi. Elle a des empreintes digitales, ouais, voilà. Voilà, on les voit. Et sur le petit livret, d'ailleurs, on le voit, l'empreinte digitale du doigt. On le voit pas très bien parce qu'en fait, comme c'était un peu collé avec les siècles, ça c'est un peu... l'empreinte digitale, on la voit moins. Mais on la voit très bien dans certaines parties. On la devine très très bien. Comment on le fait, ça?
comment on fait de tels trucages, il n'y a pas de coupure, etc. Donc les résultats, les analyses objectives nous disent que ce n'est pas une fraude. Et moi, ce n'est pas Thierry Germain qui le dit, et donc moi je ne vais pas décréter que cette histoire n'est pas un fake. Mais les trois points de conclusion sur lesquels on arrive pour le moment, c'est que ce sont des corps qui ont appartenu à des êtres vivants, qui ont bien vécu, qui sont morts à une époque donnée. C'est très ancien. Et pour ne pas dire que ce n'est pas une fraude, on n'a pas encore trouvé les indices d'une fraude. Voilà. Et on cherche encore la fraude. On n'a pas d'éléments probants qui va dans ce sens. Merci. Après les implications, c'est pas nous de les faire. Très bien. Merci beaucoup Thierry. Merci Marie. C'était super sympa.